Ah, c'est encore pire. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus alors qu'on vous proposait de la bière à manger, tout ça. Je voudrais remercier ma famille et mes amis qui sont venus. Je vais vous parler de Fluent HTTP et de App Engine, hein. Ça déjà, ça marche pas, bizarre. J'ai pas de slide, hein. Je vais essayer de vous faire une petite démo, un peu de live coding, et puis de déployer tout ça sur le cloud après. Ceux qui ne connaissent pas, voilà ma bio. Voilà, comme ça, je vous laisse lire. Plus rapide. Et pourquoi je vais vous parler de Fluent HTTP? Alors, Fluent HTTP, c'est une librairie Java sur laquelle je travaille depuis quelques temps, en particulier dans le cadre du concours Code Story. J'ai fait plusieurs versions, une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est suffisamment stable pour que j'utilise chez mes clients. Et donc, j'utilise chez plusieurs clients. Puis je croise des gens régulièrement qui l'utilisent chez leurs clients. Et donc, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi sur vos projets. Donc, Fluent HTTP, c'est la énième stack web Java. Il y en a des centaines, il y en a des super, il y en a des super nuls. Celle-là, l'idée, c'était de faire quelque chose le plus simple possible, hein, en s'inspirant de ce qui se fait dans le monde Ruby ou dans le monde Node, donc Sinatra ou Express, hein, et puis des choses qui vous permettent, par exemple, de démarrer un serveur web aussi vite que ça. Voilà. Là, j'ai un serveur qui démarre, et ça y est, il est démarré. Bon, ça déjà dans le monde Java, c'est assez rare quand même. Vous pouvez essayer tous les serveurs du marché. J'en connais pas beaucoup qui démarrent aussi vite que ça. Alors je voudrais préciser qu'en fait, moi, j'ai pas du tout travaillé sur la stack HTTP. C'est une surcouche par-dessus un serveur qui s'appelle Simple HTTP, que peu de monde connaît, et pourtant c'est un des serveurs les plus légers, les plus simples et les plus rapides dans le monde Java. Et donc nous, on a une surcouche web dessus. Web, je dis web, ça veut dire parce que quand on fait une application web, on a besoin d'un backend REST, mais on a besoin aussi de gérer toutes les ressources statiques, éventuellement de faire des choses marrantes. Nous, avec Fluent HTTP, par exemple, on fait de la compilation à la volée de CoffeeScript en JavaScript, on fait la compilation à la volée de LESS en CSS, de Markdown en HTML, on fait du templating côté serveur, on est fait pour créer des applications avec AngularJS. On fait ce framework, il a évolué en fonction des projets qu'on a fait. On a essayé à chaque fois qu'on rajoutait quelque chose d'en enlever un petit peu pour que ça reste petit, que ça démarre toujours aussi vite, hein, et puis que ça fasse les choses simplement. Simplement aussi, l'idée c'était de travailler avec les possibilités de Java 8. Hein. Les possibilités de Java 8, ça vous donne des choses comme ça. Alors je vois pas mon clavier, c'est marrant. Ouais, déjà ça commence mal. Avec Java 8, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses comme ça, d'accord? Et donc, si vous faites une application et que vous allez sur l'index, bah, ça renvoie à Hello, voilà, super. Mais bon, ensuite, vous pouvez commencer à vous dire, tiens, je vais rajouter d'autres routes, et puis là, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire des choses assez sympas, comme des passe-param, donc first, second, et puis vous pouvez faire des routes donc, qui prennent... hop, hop. On va y arriver. J'ai plus de son là. Le son s'est coupé, ah, ça y est, il est revenu. Voilà, des choses comme ça. Et puis, si vous creusez un petit peu dans Fluent HTTP, que vous allez voir sur le projet GitHub, vous allez voir qu'on peut faire des choses assez sympas, toujours avec une syntaxe Fluent en Java 8. Hein. Et puis, vous pouvez à tout moment vous dire, mais non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est utiliser une syntaxe un peu plus comme Jersey, où je vais une série de routes, l'externaliser dans une classe à part avec des annotations. Vous avez le choix un peu entre les deux annotations. C'est une volonté. Souvent, on commence avec des annotations comme ça, Fluent, et puis à un moment donné, on extrait des bouts dans des ressources façon de Jersey. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu, quand je démarre mon serveur comme ça, sans rien, en fait, hein, il va tout seul déjà commencer à servir le répertoire un répertoire APP qui se trouve dans le même répertoire dans lequel il fonctionne. Et il va servir toutes les ressources statiques avec les bons headers qui vont bien, avec les bons content types qui vont bien, etc. Et puis tout seul, il est capable de faire de la conversion de LESS en CSS, de Coffee en JS. Donc ça veut dire que si je démarre mon serveur, oui, je crois qu'il est démarré, et que je demande à avoir le style, et bien en fait, il n'y a pas de fichier style CSS, mais il a pris à la volée le LESS.
et la compilant CSS, d'accord? Et donc, c'est les choses qui font que nous, moi j'aime beaucoup, par exemple, travailler avec Ko-fi. On va y arriver. J'aime beaucoup travailler avec Ko-fi, et donc si je fais quelque chose comme ça, eh bien, hop. Non, c'est plus rapide, mais voilà. Normalement, à la volée, je me retrouve avec mon script qui est... bien sûr, ça marche plus. Pourquoi ça marche pas? Eh ben, c'est l'effet démo. Ça marche tous les jours en production, et là, ça marche pas. Bon, c'est plus marrant. Je crois que j'ai cassé quelque chose tout à l'heure en préparant. Bon, tant pis. On va essayer comme ça. Bah ouais, c'est l'effet super démo. Bienvenue. Alors voilà. On va essayer quand même de faire avec ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un mystère total. Non, je sais pourquoi. J'ai démarré pour préparer mes démos en mode production, où là, en mode production, il n'y a pas de hot reload en fait. Voilà, donc j'étais en train de vous montrer qu'on pouvait travailler sur ces ressources et que ça marchait bien, mais ça c'est parce que dans mon IntelliJ, j'étais passé en mode production. Hein. En fait, en mode dev, bien sûr, ça marche. Et en plus, il met les source maps, hein, et donc on peut débugger dans son navigateur, même si on écrit du Ko-fi côté serveur. On est arrivé. Ça c'est l'effet démo. Ça. Quand vous préparez trop vos démos, forcément ça plante. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment on peut développer une petite application web avec du Ko-fi, avec Fluent, avec un backend REST, pour le mettre sur App Engine. Pour ça, j'ai préparé un petit peu les choses. Donc le style, j'ai déjà préparé. Et puis, je crois que je dois avoir un index HTML quelque part, parce que sinon, on n'a pas le temps en une demi-heure. Hop. Mais rien que l'index HTML, il est intéressant, en fait. Vous allez voir. Donc je vais créer un nouvel index. Hop. Donc ce qu'il me propose par défaut, surtout j'en veux pas. En fait, ce que j'ai ici, c'est du HTML tout à fait normal, hein, mais qui, côté serveur, utilise handlebars avec une notation aussi YAML front matter. Alors là, ça fait trop de mots d'un coup. Ceux qui ont déjà fait du Jekyll hein, sur GitHub connaissent. Hein. Vous êtes capable de mettre des métadonnées sur vos pages ici. Des métadonnées, ça peut être des variables qui sont utilisées ensuite dans vos pages. Et puis, vous avez une notation handlebar, c'est un langage de templating comme Moustache. Vous connaissez Moustache? Ouais? Personne? Si? Ouais, il y en a deux, trois. Ça vous permet de faire du templating côté serveur. Hein. En particulier, on utilise ça pour embarquer les ressources, les CSS, les ressources JS et tout ça. Si je regarde un petit peu à quoi ressemble le fichier généré, en fait, il ressemble à ça. En fait, j'ai un layouting par défaut qui m'a fait du HTML. Je peux créer mes propres layouts. Il a pris la ressource, la variable titre ici, il l'a casé au bon endroit dans le HTML. Ici, j'ai un style, c'est mon style CSS. Ben, en fait, il l'a intégré en mettant le SHA-1 dans son URL, ce qui fait que j'ai pas de problème de cache quand je déploie en production. En fait, dans l'URL, il y a le SHA-1 du contenu du fichier, ce qui fait que j'ai pas besoin de moi-même de gérer du versionning ou quoi que ce soit. Je vais pouvoir servir des fichiers avec des caches très longue durée, donc avoir des bonnes performances. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi? Eh bien, on est dans le monde Java, donc en Java, on aime bien, pour utiliser des librairies JavaScript, on aime bien utiliser les WebJAR. C'est un peu bizarre. Au lieu de prendre un fichier JS et de le mettre dans un répertoire, on aime bien le déclarer dans un POM XML. Je ne sais pas si vous connaissez les WebJAR. C'est des librairies JavaScript et CSS qui sont packagées dans des jars. Vous les référencez dans votre POM et ils sont dans le class path après. Et donc nous, le serveur les connaît et vous faites ça et boum, vous mettez Bootstrap, boum, vous mettez Angular. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en mode dev, il va mettre la version non minifiée, en mode prod, il va mettre la version minifiée, de façon complètement transparente. Ça fait que ça fait toujours ce que vous pensez que ça fait. En dev, vous êtes capable de débugger, et en prod, c'est petit et rapide. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre magnifique page, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma présentation sur le Carpet Showdown, l'idée c'est de voter pour des tapis. Donc je vous propose 2 tapis, vous dites c'est celui-là que je préfère, et puis il y a un classement qui est fait en temps réel. Alors je ne sais pas si on va réussir à le faire. Avec le timing, c'est un peu short, mais l'idée, c'est vous avez ici votre application. On va faire une application Angular. On va y arriver. Vous connaissez AngularJS, hein, tous hein? Maintenant, tout le monde connaît, hein. Presque.
On va essayer de rajouter un contrôleur. Alors vous voyez là, je suis en train d'écrire avec du Coffee. À aucun moment j'ai lancé aucun outil, j'ai rien installé sur ma machine, j'ai pas de truc magique. J'ai juste mon framework qui sait faire la compilation à la volée. Je vais essayer d'avancer un peu quand même, hein. Donc ceux qui connaissent pas Angular, hein, tant pis pour vous, je suis désolé. Vous allez normalement comprendre parce qu'avec Coffee c'est assez facile. En fait, si on regarde bien, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des bêtises. Alors, ceux qui me voient manipuler se rendent peut-être compte que quand je modifie mon code, eh bien mon navigateur se rafraîchit tout seul. Vous avez vu ça? Ça, j'ai aucun plugin installé sur ma machine, aucun plugin sur le navigateur. En fait, ce qui se passe, c'est que dans Fluent HTTP, en mode développement, quand il démarre, il watch le répertoire des sources et des ressources statiques. Et quand il y a un changement, il prévient le navigateur qu'il faut se rafraîchir. Pour ça, en fait, sur les pages, il injecte un fichier qui s'appelle livereload.js. Le navigateur, à ce moment-là, il ouvre une WebSocket sur le serveur, le back-end, et donc il est prévenu qu'il faut se rafraîchir. Ça, c'est fait totalement de façon transparente, et en production, c'est complètement désactivé. Hein. Mais c'est assez pratique, en fait. Vous êtes là en train de modifier votre HTML, et puis quand vous sauvez, eh ben, ça se rafraîchit. Alors là, comme il n'y a plus rien dans mon HTML, si je le remets, ben, il ne se rafraîchit pas parce que je viens d'enlever le script qui faisait le live reload. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ceux qui connaissent bien Angular, qu'est-ce que j'ai fait encore? Angular.module. Voilà, là j'ai une application Angular qui marche et elle affiche Hello au début, c'est pas super. Hein. Mais bon, je peux commencer à essayer d'attaquer mon back-end. Donc par exemple mes votes. Donc ça, je vais faire un service Angular qui va accéder à mes votes. Donc par exemple all. Et puis qu'est-ce que ça fait all? Et ben ça fait un appel au back-end. On va au moins en voir un. Par exemple /vote/all. Et puis c'est à peu près tout. Donc qu'est-ce que j'ai oublié là? Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les afficher au moins les votes pour que mon application fasse au moins quelque chose. Donc all.cs. Hop. Non, ça c'est un point. Ok, donc là, j'ai juste demandé à Angular de faire un appel au back-end. Le back-end, lui, ne sait pas faire ça, donc on va regarder un petit peu comment ça s'écrit. Eh bien, je peux tout à fait faire quelque chose comme ça. Hop, donc point .get, on m'appelle sur get. Attends. All. Et bien là, je peux renvoyer n'importe quelle chaîne de caractères ou n'importe quel objet Java. Si je veux renvoyer une liste avec des objets, par exemple, je sais pas, si je voulais avoir un carpet qui avait un champ, par exemple, un index. Hop, on va y arriver. Voilà, ben, je pourrais très bien renvoyer une liste. On va se mettre comme ça. Voilà. Et donc en fait ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de rajouter une route en fait pour mon back-end. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Je suis en train de rajouter une route pour mon back-end, et en fait, quand il va m'interroger, eh bien, ça va pas marcher parce que j'ai mis /vote/all, et en fait, c'est ça que je voulais mettre. Si je lançais le serveur en mode debug, il serait capable de prendre à chaud les changements. Voilà. Donc là, ici, j'ai récupéré mon objet. Alors, c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme c'est une stack web, si je renvoie des objets Java, moi, je me dis, quelqu'un qui renvoie des objets Java, quand il fait du web, il veut faire du JSON. Et donc, avec Jenkins,
par Jenkins avec Jersey pendant des années. On a mis content type JSON et on n'a pas oublié d'intégrer, de prendre le module Jackson et on a mis que c'était ci et ça et ça et ci et ça. Et l'object mapper, on l'a configuré pour qu'il gère bien les champs qui sont pas que publics mais aussi privés ou protected. Ça, tout ça, c'est fait automatiquement par Fluent. Parce que on se rend compte que si on veut faire du développement web avec Java, on n'a pas envie de configurer tout ça. Donc ça vient out of the box. D'accord. Donc ici, bah voilà, je suis capable de servir des choses. Je suis capable, comme je vous ai dit, en fait, de sortir ça dans une ressource. Par exemple, votre ressource. D'accord. Donc ça, je vais créer une classe. Le package, je ne sais plus, celui-là, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait ici sous forme d'annotation, hein, je peux tout à fait le faire comme ça aussi. Ouais, on va faire comme ça. Je peux tout à fait le faire comme ça, sous une forme qui est plus naturelle pour un développeur, développeur Java, et avec une annotation comme celle-ci. Hop. Qu'est-ce qui marche pas? Carpet, il connaît pas, parce qu'en fait, Carpet, elle est là. On va enlever ça. On va formater un peu. Il manque une parenthèse. Et puis ici, je remets ma classe. D'accord? Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à intégrer ça dans une ressource, je peux rajouter 1, 2, 3, 5, 10 méthodes. À chaque fois, il va être intelligent sur le type de retour. Il va chercher toujours à deviner le type de retour le plus adéquat. Il y a des valeurs bien. Si c'est une string, c'est du HTML. Si c'est un objet Java, c'est du JSON. Si c'est un tableau de bytes, c'est de stream d'octet. Si c'est une stream, il va faire de l'event streaming. Si c'est un futur, il va passer en mode NIO, NIO, et puis il va attendre que la réponse soit prête pour l'envoyer au client. Tout ça avec une API Java super simple. Donc vraiment, en général, qu'est-ce qu'il m'a fait? En général, vous ne posez pas de questions sur comment je fais ça. 99 fois sur 100, ça le fait out of the box. On a vu des gens l'utiliser et comprendre assez vite comment ça fonctionnait tout de suite. D'accord? Donc si on veut regarder un petit peu à quoi pourrait ressembler une application complète pour nos tapis, là, on peut aller prendre une classe comme celle-ci. Ça vous donnera une idée. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'il y a quelques mois encore, j'ai migré une application. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Make note public, pourquoi? Parce qu'il y a 2 S. Vous parlez pas assez fort, j'ai entendu 2 S, il y a 2 S, il y a 2 S. J'ai migré une application de Jersey sur ce framework-là, et en fait, j'ai divisé le code par 2 ou par 3. Parce que dans le Jersey, on n'arrête pas de mettre des response builders. On met 2 annotations pour le post et le get, on met pas ces posts. On met des content types partout. On est obligé de configurer son mapper Jackson. C'est que ça, quoi. Chaque méthode, on a un truc nouveau à faire, des annotations à faire. Ici, vous voyez, j'ai des passe-param, ils ne sont pas annotés, ils se débrouillent tout seuls. Tout ça, ça permet d'avoir une syntaxe très simple. J'ai écrit la même application en Node.js. Et en fait, Node.js, si on regarde, si on compare avec la notation comme ça avec les lambda, Java est plus compact que Node.js. Ouais. Peut-être pas en Coffee, je sais pas. Si, même en Coffee, on peut avoir une syntaxe très sympa. Et donc finalement, c'est un framework qui va pas se mettre au travers de notre route, et puis qu'on peut débrayer à tout moment. On est capable de gérer vraiment le type de ressources de réponse qu'on veut faire, si les valeurs par défaut ne nous intéressent pas. Et donc vous voyez, là j'ai fait une ressource qui a 2 URL, une URL en post, une URL en get. L'URL, d'ailleurs, c'est pour un post. Je ne sais pas pourquoi il y a un post ici. Si, il y a un post. Je rigole, il y a un post. En fait, quand le client va cliquer, il va appeler cette URL-là, et donc ça va faire un vote. Et puis quand il veut récupérer la liste de tous les tapis, on renvoie un objet comme ça. J'ai plus de son encore, ça a coupé. Allô, allô, ouais, bizarre. Voilà, alors regardons ce que ça donne un petit peu dans notre application. L'application, je vais reprendre ce petit bout de code là aussi. Ça, c'est pour faire quand même l'équivalent en front.
Alors si vous voulez aller plus loin sur la démo, bah, ce sera malheureusement pas cette fois-ci. Qu'est-ce qui marche pas? Les fans de CoffeeScript, si vous voyez pourquoi ça râle. On va essayer quand même. Qu'est-ce qu'il veut? Hop, ouais, bah ça c'est CoffeeScript. CoffeeScript. Il est un peu tatillon sur les espaces. Voilà. Et donc là, j'ai mon application qui fonctionne. Et je peux voter pour mes tapis et puis voir le classement changer en temps réel. Alors, on avait fait une université avec Ludovic Champenois avec cette application-là qu'on avait déployée sur App Engine, sur Google Compute Engine, sur Heroku. Non, on l'a pas montré Heroku. Sur Kubernetes, qu'on faisait tourner dans Docker, on faisait tourner sur votre machine. À chaque fois, on avait ce petit bout de code-là qui est vraiment simple. Hein, vous voyez, c'est simple. Hein. On peut difficilement faire plus simple en Java. J'ai vu beaucoup de frameworks web faire des choses similaires, c'est difficilement plus simple. Hein. Et puis surtout, si vous êtes dans le monde App Engine, et ben, vous n'avez pas ça du tout. Dans mon App Engine, vous n'avez pas de Java 8. Hein. Vous avez du Java 7. Vous n'avez pas la possibilité de mettre votre propre serveur HTTP. Hein. Vous avez du Jetty. Donc un Jetty, ça démarre pas en 50 ou 100 millisecondes, ça démarre en 300 millisecondes. Alors vous dites, oh, c'est pas très grave, mais en fait, en prod, ça nous arrive, en dev, ça nous arrive souvent quand même de le relancer. Hein. Et donc, comment faire pour déployer une application comme ça sur App Engine? Qui a déjà utilisé App Engine ici? Quelques personnes. Hein. Qui connaît App Engine? Ouais, quand même. Donc App Engine, c'est la solution plateforme as a service de Google. Et donc, vous prenez votre application web et puis vous la déployez sur le cloud. Et puis eux, ils la scalent automatiquement. Et puis, c'est magique, sauf que ça supporte pas du tout ce type d'application-là. Donc là, il faut écrire des servlets, il faut être dans le monde Enterprise Java, hein, presque. Donc c'est un petit peu dommage. Hein. Et heureusement, Google travaille en ce moment sur une solution de App Engine V2, en fait, basée sur Docker, hein, où vous allez pouvoir prendre votre application, quelle que soit son runtime, du Node, du Ruby, du Java, du Go, quoi que ce soit, vous faites tourner ça dans un conteneur Docker, hein, et puis vous allez le déployer en production, et là, la magie App Engine va entrer en marche. Et pour ça, en fait, il suffit juste d'avoir un tout petit fichier dans votre projet, ou plutôt deux. Vous devez en avoir un qui est un Dockerfile. Hein, qui ne connaît pas Docker ici? Parce que alors Docker, on a fait ils ont fait un effort, et moi j'ai fait pas mal de jogs, on a fait un effort incroyable pour parler de Docker. Ça, tout le monde a entendu parler de Docker. Donc j'ai un Dockerfile qui décrit ce qui va... quel est mon binaire en fait? Mon binaire, c'est une image de base qui contient un Java. Quand je vais lancer ce binaire, ben, en fait, il va lancer cette commande Java qui va lancer mon petit serveur. Et puis, en fait, ce que je dis, c'est pour créer mon conteneur, il suffit juste que je prenne tous les fichiers qui sont dans le répertoire courant et que je les copie dans le conteneur. Et ce conteneur-là, c'est une grosse image ISO que je vais pouvoir lancer en local, faire tourner en local, ou faire tourner sur le cloud. Alors si on peut faire tourner en local, on va le vérifier quand même. Donc l'idée, c'est que on va se mettre dans le répertoire, on va faire un Docker build, et puis on va lui donner un nom. On va faire, comment je l'ai appelé? Devox Carpet, Devox Carpet, et puis on va essayer de construire cette image. Donc là, effectivement, il va prendre le Java. Alors il l'a déjà téléchargé sur ma machine, donc c'est rapide. Il va enregistrer les métadonnées, il va prendre les sources et les copier dans le répertoire. Alors en fait, ce qu'il faut faire quand même là, c'est qu'il faut faire un Maven clean install avant, parce qu'en fait, on va construire l'image à l'extérieur de Docker, et on va la copier une fois construite avec ses jars et ses classes dans le conteneur. Donc ça, il y a plusieurs façons de faire avec Docker. Là, j'ai essayé celle-ci, même si c'est pas celle que je préfère. Donc là, maintenant, j'ai un conteneur qui s'appelle Degajo Devox Carpet, et je peux le lancer. Et normalement, ça lance mon application. Normalement. De la même façon que vous l'avez vu dans l'IDE, vous la voyez à l'extérieur. Donc ça a un effet, on va vérifier quand même que ça marche bien. Donc, ceux qui connaissent Docker, hop, voilà, ça marche pas. Tac, 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 tac. J'ai oublié de dire qu'il fallait ouvrir les ports 8080. Le port 8080. Donc j'ai mon application qui marche de la même façon dans Docker. Donc ça c'est intéressant, c'est que j'ai besoin de Docker pour déployer sur App Engine V2.
Manage VM, c'est obligatoire. C'est la condition sine qua non pour faire tourner n'importe quoi sur le cloud. Je peux faire du C, je peux avoir des librairies binaires, je peux avoir mon framework HTTP en Java 8. La condition sine qua non, c'est faire tourner dans Docker. Ce qui est sympa, c'est qu'avec un framework comme ça, je peux le faire tourner quand même à l'extérieur de Docker, heureusement. Je peux le faire tourner dans mon IDE, c'est très rapide. Et puis à un moment donné, je suis prêt à le packager, et c'est très facile. Vous avez vu l'image, elle est vraiment très très simple. C'est juste, je prends les sources, je les colle dedans. On peut faire ça avec n'importe quelle application Java. Tant mieux, c'est bien, c'est pratique. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je peux même essayer de faire une étape supplémentaire. Je peux essayer de lancer comment ça s'appelle, App Engine en local sur ma machine. Il est capable de faire ça puisque justement c'est un conteneur Docker. Donc ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va essayer de le lancer dans le même contexte que s'il était déployé sur le cloud. Donc il va avoir tous les services moqués tels qu'il les offre sur le cloud et il vous les offre en local sur votre machine. Et donc normalement, il met un petit frontal Python devant qui prend tout le trafic et qui le redirige vers le conteneur Docker. Et si vous faites ça, eh bien tout à coup c'est votre application normalement qui tourne. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié des choses. J'ai oublié de lui dire, lui dire qu'il fallait répondre aux. Alors, je ne sais pas si on les voit là. Bon, on les voit pas, donc on va le faire tout de suite. En fait, j'ai oublié de lui dire qu'il fallait répondre à des URL bien connus de App Engine. App Engine, en fait, lui, il s'attend à ce que si lui, il fait une requête sur cette URL, eh bien, on lui répond un truc. Et puis, s'il fait une requête sur cette URL, on lui répond un truc. Et si on fait une requête sur cette URL, on lui répond un truc. Donc, vous avez vu, c'est facile. Voilà, on est compatible App Engine maintenant. Génial. C'était compliqué. Donc, je reconstruis. Et puis, je relance mon application. Et puis, on espère que ça va marcher, parce qu'il ne reste plus que 4 minutes. Donc, vous voyez ici, il a fait le AH start, il a une réponse HTTP 200. Donc, normalement, c'est que le site répond. Et le site répond. Voilà. Donc, en fait, mon framework, pour le faire tourner sur App Engine, il y a ces 3 routes à implémenter. Ça va, c'est pas trop dur. Et puis, une fois qu'on a fait ça, le plus dur, c'est de déployer. Je dis le plus dur parce que ceux qui connaissent un peu App Engine savent qu'il déployait très vite avant. Là, avec les managed VM, c'est un peu moins vrai. On va être un peu tributaire du Wi-Fi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le déploiement. Ça peut prendre 1 minute. Ça peut aller plus vite parfois. Et puis, je vais prendre des questions pendant ce temps-là, puisqu'il me reste 3 minutes. T'as pas rebuildé l'image Docker juste avant de lancer la commande de cloud? T'as fait Maven Clean Install? Non, j'ai fait Maven Clean Install. En fait, je peux soit faire le build dans le conteneur Docker, et à ce moment-là, j'ai jamais à m'occuper de rien du tout. C'est un peu plus lent, et donc lui, au moment où il va construire l'image et il va l'envoyer sur le cloud. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai buildé avant, à l'extérieur, et lui, il va prendre les sources, il va les coller dedans, et il va l'envoyer sur le cloud. Enfin, il va construire le conteneur, il va l'envoyer sur le cloud tout seul. Donc la partie construction du conteneur, c'est lui qui l'a fait. Quand même. Alors là, il est en train de pousser l'image Docker à travers le Wi-Fi. Bon, oups, non, il ne fallait pas faire ça. Dans l'offre App Engine de base, pas avec les Managed VM, il y a des API custom de Google. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen, quand j'utilise mes Managed VM, de quand même pouvoir bénéficier de ces API custom? Quasiment toutes, en fait, sont. Alors, on en a parlé lundi, mais quasiment toutes les API qui étaient spécifiques à App Engine commencent à être accessibles depuis n'importe où. Depuis Managed VM, depuis Compute Engine, depuis Amazon, depuis ma machine. Et en fait, j'ai un autre bout de code, par exemple, qui accède au data store depuis ma machine, depuis mon IDE. Dans mon code, j'utilise l'API Java classique de data store et j'interagis avec data store. Et en production, c'est le même code qui va et qui interagit avec le data store. Donc il y a data store, même cache, tout ça. Donc elles sont packagées comme des SDK que je peux Ouais, c'est des jars. Donc moi, je les prends avec Maven. Alors ce que je disais aussi lundi, c'est que Google, ils sont pas forts du tout pour faire des API super belles à utiliser. Et là, ils sont en train de s'y mettre. Ils aimaient bien la génération de code. Alors, donc vous vouliez faire un put et vous aviez ça de code. Alors un query, c'était ça de code. Là, ils sont en train de s'améliorer.
Donc là, normalement, le site il est déployé, il va mettre du temps à s'en rendre compte, mais bon. D'autres questions? Ouais. Il y a des gens qui contribuent parce qu'ils les utilisent, donc ils me remontent des bugs ou ils me font des propositions. Il y a des pull requests. Les pull requests, elles sont en général émergées très très vite, contrairement à d'autres projets sur lesquels je travaille. Il y a des gens qui utilisent. Là, j'ai appris encore aujourd'hui qu'il y avait quelqu'un qui utilisait à Bordeaux. Il y a des gens qui utilisent à droite à gauche. C'est petit, hein, mais là, je suis sur un très gros client avec un gros site et ça tient bien la charge. Et puis vraiment, comme c'est encore tout simple, tout petit, on peut prendre les contributions. Elles sont les bienvenues. Si vous allez sur GitHub, le site, en fait, il est là. Si vous avez d'autres questions pendant ce temps-là, hop. Costory Fluent HTTP. 18 contributeurs. Une petite dernière? Non. Merci à tous. Là, je crois que vous pouvez aller boire, là.